Bonjour à toi, cher spectateur. Cold Skin de Xavier Jans. C'est un film dont j'avais envie de vous parler depuis un bon petit moment parce que ça fait au moins 3 ans que j'entends parler du projet, que ce soit par le biais du Facebook de Xavier Jans ou que ce soit par le biais des nombreux festivals dans lesquels le film a tourné. Et en fait, je me demandais vraiment s'il allait avoir une sortie sur notre territoire. Il s'est avéré qu'il est sorti en vidéo, à la demande et à la fois en DVD, le 19 juillet. Pour moi, je pense qu'on a atteint un stade où c'est quand même vraiment triste de voir un metteur en scène comme Jans, qui a fait beaucoup de choses pour le cinéma de genre français, je pense, en tant que producteur, en tant que cinéaste, tomber à ce stade-là. C'est-à-dire que littéralement, Budapest a le droit à une sortie cinéma, mais pas Colskin. Le résumé pour faire simple, septembre 1914. Un homme débarque sur une petite île perdue au milieu de l'océan pour remplacer le responsable de l'étude météorologique. Une fois sur place, celui-ci découvre, par le biais du gardien du phare, que ce dernier a disparu. Mais ce n'est pas le seul mystère qui semble habiter cette île. C'est très triste parce que je trouve que Colskin est un film vraiment passionnant à regarder. C'est pas l'œuvre la plus intéressante de Xavier Jans. Moi personnellement, j'aurais toujours une grande affection pour Frontières parce que je trouve que ce film est viscéral à un point où ça se range quasiment au niveau de Martyr de Pascal Laugier. Mais Colskin a une atmosphère. Colskin a un visuel impressionnant. Colskin est bourré de métaphores. Et Colskin est porté par deux super acteurs. Et en plus de ça, Colskin est une œuvre de cinéma, dans tout ce que cela a de plus impressionnant. C'est-à-dire que visuellement, c'est pas forcément un film qui fait totalement parfait. C'est un film qui par moments va sonner cheap, que ce soit par le biais d'un fond vert, d'une créature en 3D ou d'un truc comme ça, mais c'est un film qui va constamment de l'avant par rapport aux attentes du spectateur. C'est-à-dire que là où on peut poser le film en se disant c'est un film de créature, ça va plus loin que ça. Là où on va se dire c'est un survival, ça va plus loin que ça. On va dire que le film, au bout de 10 minutes, pose une créature. Donc là, ça veut dire qu'en gros, c'est pas le mystère du long métrage. Puis, au bout de 20 minutes, on change de décor. Ah, donc c'est pas le survival auquel je m'attendais. Ok. Puis au bout de 30 minutes, on a des sautes dans le temps. Et on passe à plusieurs mois. Et là, on se dit, ah d'accord, ça va pas se passer que sur quelques jours. Le film va constamment dans cette direction-là. Et c'est ce que je trouve très intéressant. Et je trouve ça dommage que les cinéastes soient obligés d'aller dans d'autres pays, alors que chez eux, à une époque, ils avaient la possibilité de faire des choses comme ça. Comme si aujourd'hui, c'était plus possible. Je pense que certains cinéastes de genre ont perdu confiance dans leur pays, dans le sens où de nombreux metteurs en scène de genre français se tournent vers des contrées plus accueillantes et surtout plus réceptives au cinéma de genre. Et c'est ainsi que beaucoup d'auteurs partent vers de plus verts espaces. Xavier Jans a ainsi décidé de rester en France en tant que producteur, par moments metteur en scène de comédie, comme on le verra d'ici quelques semaines, mais en tant que réalisateur, son exil se poursuit. Et alors que son dernier long métrage, De genre, date d'il y a 2 ans, sa sortie en vidéo en France démontre simplement une totale incompréhension de son œuvre. Et si Colskin n'est pas un film exempt de défauts, la beauté et la puissance de l'œuvre du cinéaste français suffisent à le rendre intéressant et presque nécessaire à regarder. En termes d'écriture, donc c'est adapté d'un roman d'Alberto Sanchez Pignol et c'est écrit par Aaron Sheehan ainsi que Jesus Olmo. Je dirais pas que cette écriture elle est parfaite. Déjà pour moi elle a un énorme défaut, c'est la voix off. La voix off, elle a un peu rien à faire au sein de ce film. J'ai la sensation qu'ils ont rajouté une voix off histoire de bourrer le film de métaphores qui par moments sont un peu pompeuses, genre des poèmes qui sont dictés comme ça à la va-vite ou des espèces de résumés de situation qui n'ont pas vraiment d'intérêt vu que l'image parle d'elle-même. Comme si en fait, j'ai cette sensation, faudra voir si c'est totalement vrai, mais j'ai cette sensation en fait que c'est suite à des projections test que des gens se posaient des questions et qu'en gros ils ont rajouté une voix off histoire de noyer le poisson et de retirer entre guillemets des questionnements qui seraient là posés dans l'esprit du spectateur. Je sais pas, c'est vraiment de la pure interprétation. Parce que pour moi c'est le seul gros défaut en fait de l'écriture. Je trouve que derrière le film, est tellement bien construit dans son développement des personnages, dans sa manière d'acheminer les situations, dans sa manière de construire cette espèce de triangle amoureux qui n'en est pas vraiment un, mais qui prend la forme de cela. Et le fait d'acheminer derrière l'arrivée des créatures, le fait qu'il y ait un contexte historique qui soit extrêmement important, mais que jamais il ne surplombe totalement l'idée de base du récit qui est de créer un survival avec des monstres.
et en même temps de montrer que les monstres, ce ne sont pas forcément les créatures à l'extérieur. Tout cela, en fait, ce sont à la fois des archétypes que j'ai l'habitude de voir dans un certain cinéma de genre, et pour autant, j'ai pas eu la sensation que c'était des facilités ou des stéréotypes. J'ai eu la sensation que c'était utilisé de manière intelligente pour galvaniser le récit et construire un ensemble qui marche de bout en bout, qui fasse en sorte que le spectateur, bien au-delà d'être bien évidemment embarqué par l'aventure, il arrive tout de même à se mettre dans la position de non seulement comprendre ce personnage central, mais également comprendre Gunnar et également comprendre Aeneiris. Et c'est ça en fait qui pour moi fait la réussite de cette écriture. C'est qu'à aucun moment, le scénario ne semble aller dans une direction où il faut absolument que le spectateur soit guidé. C'est pas le but. Le but, c'est de poser le spectateur en tant que témoin d'une situation et de voir comment il va réagir face à cela. Olmo et Chian ne semblent pas chercher plus que cela à aller au-delà de leur concept de base. Et même s'il sera facile de voir les failles de leur écriture, de voir les limitations de leur interprétation du roman de Pignol, il est également indéniable qu'il y a beaucoup de choses à analyser en sortant de la première interprétation de ce scénario. Par le biais de son contexte historique, de la naissance d'un conflit, de l'incapacité à discerner le bien du mal dans ces temps sombres, par le biais simplement de ce regard tendre et intrigué d'un homme face à une forme de pureté que lui-même ne semble pas comprendre, bref, chacun aura son niveau de lecture qui lui permettra d'accepter l'œuvre ou peut-être de la remettre en question. En termes de mise en scène, Xavier Jans arrive à poser des plans qui sont visuellement impressionnants au sein de ce film. Je dirais pas que c'est totalement parfait ou parfaitement abouti. Il y a des moments où on sent que la mise en scène est un petit peu vague et il y a des sautes, des raccords, des fondus qui ne sont pas forcément hyper bien sentis. Mais derrière, pardon du terme, il y a des putains d'idées. Il y a notamment une scène où Gruner va bloquer le personnage central à l'extérieur face à une ribambelle de créatures. Et Xavier Jans va laisser la caméra se pencher sur Gruner, le regarder s'endormir, et une bascule de lumière va avoir lieu pour montrer le temps qui passe et le jour qui arrive. Et tout ça, c'est dans un seul plan. Et même ensuite, quand il va réouvrir la porte et qu'il va trouver notre personnage principal, le plan continue de rester. Et c'est juste des petits trucs comme ça tout au long du film où je me suis dit, ok, c'est peut-être pas forcément le film où Xavier Jans s'exprime le plus en termes de visuel iconique, mais au moins sa mise en scène, elle est intelligente, et au-delà d'être intelligente, elle est maîtrisée. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ça fait chier que ça sorte en vidéo. Il y a des chanceux qui ont pu le voir en salle, franchement, vous êtes bénis parmi les saints, mais ce film aurait largement mérité une diffusion en salle, tellement ça se voit qu'il a été pensé pour être diffusé dans une salle de cinéma, et surtout qu'il a été pensé pour être ressenti dans une salle de cinéma. Parce que c'est éblouissant par instant. Ce n'est pas le long métrage le plus abouti de Jans, mais il y a une poésie que le cinéaste ne nous avait pas forcément habitués à voir avant dans son cinéma, qui se dégage d'une œuvre vraiment douce, presque amère par instant, mais surtout qui cherche avant tout à parler de l'homme avec force et justesse. Nul doute que le cinéaste français a pris un coup de maturité, qu'il nous démontre ici de manière flagrante, en parvenant à la fois à poser un cinéma de genre quasiment jamais horrifique, mais plutôt fantastique et refermé sur lui-même, donnant cette atmosphère si particulière à l'ensemble de l'œuvre et permettant surtout au long métrage d'avoir une ouverture d'esprit forte qui lui permet de toucher plus facilement que prévu le spectateur. En termes de casting, alors j'ai surtout deux interprètes en fait qui me viennent en tête dans les rôles secondaires que je trouve vraiment impressionnants. J'adore Ray Stevenson déjà, je trouve que c'est un immense acteur qui a été beaucoup trop relayé à des espèces de direct ou vidéo ou des films de seconde zone. C'est pas du tout à la hauteur de ce qu'il est parce que c'est un immense acteur. Irish Gangster est un excellent film. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de le voir, en ce moment, il est sur Netflix. Et je tiens aussi à citer Aura Garrido, qui joue donc la fameuse Aeneiris, qui est vraiment belle. Et c'est difficile comme interprétation parce qu'elle décroche pas un mot, juste au décrit. Et c'est une interprétation vraiment par le physique et ça a quelque chose de presque hypnotisant, les quelques moments où elle est vraiment seule face caméra. Et bien évidemment, il y a cet acteur principal que je trouve vraiment excellent, quoique un poil dans le surjeu par moment. Mais ça peut se pardonner. David Hawkes est une belle révélation sur ce long métrage, l'acteur britannique imposant une prestation particulièrement soignée, par moments un peu lourde, mais toujours fine autour de cet homme et de ses tourments très shakespeariens par instant. Au bout du compte, Cold-Skin, c'est un film qui me fait mal au cœur parce qu'il aurait mérité une sortie cinéma. Au moins une sortie test, hein, parce que là, pour le coup, la sortie vidéo 2 ans après la sortie américaine et près de 3 ans après le passage en festival, le film est mort alors qu'il vient à peine
d'arriver sur notre territoire. C'est dommage, hein, vraiment. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur le DVD ou sur une VOD du film, foncez. Parce que c'est vraiment une œuvre qui vaut le coup d'œil. Parce que c'est une œuvre qui montre que Xavier Jeance, il a bien mieux à faire que des comédies genre Budapest, qu'il a bien mieux à faire que de devoir partir à l'étranger pour pouvoir faire ses petits délires de cinéaste de genre, qu'il faut le réaccueillir en France pour lui offrir des projets à la hauteur de ses ambitions et faire en sorte de possiblement aider cette vague de cinéastes à se rabibocher tout simplement avec la production audiovisuelle française, même si j'ai bien l'impression que ça a l'air d'être compliqué au vu de ce que certains disent par rapport au cinéma français. Mais bon, en tout cas, Colskin de Xavier Jeance, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus en tant que DVD, en tant que Blu-ray ou en tant que VOD, allez-y. C'est un film très beau, très intense, très intelligent. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas un film d'épouvante ou d'horreur. C'est vraiment un film fantastique et un huis clos, avant tout. A plus!